Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, nouveau hors-série sur les thèmes force. Donc alors ça fera un ou deux numéros, ça dépend si on est bavard ou pas. Toujours avec Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Salut. Donc on va parler des dragons. Donc dans un premier temps, Jean-Marc va nous présenter les dragons et on va parler de Krix et de Légion. Et après, on verra Khador, Grimkin et on essaiera de faire une petite conclusion sur les thèmes force en général. Bah, je te laisse. Alors, je vais faire une rapide histoire des dragons et quelques moments clés. Je vais peut-être pas revenir sur tout ce qui est Atank ou commencer parce que ça a déjà été traité de nombreuses fois et je pense que tout le monde connaît un petit peu le Ouais. phénomène. Bah, en gros, bah, si tu peux dire vite fait, en gros, Alors, là, les dragons, c'est la forme qu'ils ont, c'est juste un corps qui entoure une pierre de vie qui correspond à l'âme et la puissance des dragons, qui s'appelle l'Atank, et qui répond une corruption autour de l'Atank. Et plus le dragon est puissant, plus l'Atank est gros, et plus l'Atank est gros, plus la corruption se répand très loin et tue ou transforme les gens sur des mètres ou des kilomètres autour. Alors, à une date inconnue de la préhistoire, avant toute forme de vie, avant toute création de continent, avant même le cycle des saisons, on sait que Toruk arriva, donc il déchira la réalité de ses griffes, et il arrive. bon, il est Voilà. plutôt badass. Il est Ouais. plutôt costaud. Donc 5500 ans avant la révolte, Toruk s'ennuyait un peu d'être seul, et il a divisé son Atank afin de créer sa progéniture. Très peu de temps après, ses enfants se sont révoltés contre lui parce qu'ils Faites voulaient des pas, enfants qui disaient, tiens. voilà, ils Voilà. voulaient pas être les serviteurs de leur père. Everblight, en grand courageux, ne participe pas à cette révolte des dragons contre Papa Toruk. Entre 5300 et 4800 avant la révolte, Nidoboros dévore nombre de ses frères et sœurs et devient l'un des dragons les plus puissants. Ce nom est important pour la suite de l'histoire. 4000 ans avant la révolte, il y a un dragon qui se retrouve pris dans l'explosion du pont entre les mondes. C'est le pont elfique qui explose. Et son Atank est détruit, mais pas son corps. Donc c'est une espèce de grosse carcasse vide, dégueulasse, et complètement stupide, qui erre autour de l'abysse sans trop savoir quoi faire. Il s'appelle Chimère. Entre 2100 et 2200 avant la révolte, il y a une secte d'Iosiens agressifs qui sont des serviteurs de Pyromalfic et qui s'emparent du château des clés. Alors on ne sait pas trop comment Pyromalfic a corrompu ces elfes-là. En 1640 avant la révolte, Toruk bat, alors je vais essayer de le prononcer correctement, Skax. Ouais, ils ont des noms bizarres, les Ouais, c'est pas dragons. facile. Ils sont pas de chez nous. Euh, Au-dessus de l'île de Satix, le sang corrompu qui vient de ce combat s'abat sur les habitants et ça crée les Satixis. Donc Satik, c'est... alors, pour C'est rappel, une c'est dans île, les îles de c'est dans Shard. les îles de C'est là Charme. où il y a Krix maintenant, en fait. Ouais. 1270 ans avant la révolte, Nidoboros combat Toruk. Zevanaaga, donc la Old Witch, prétend que Nidoboros a donné sa vie pour montrer que Toruk pouvait être blessé. Donc Toruk est blessé et fuit le combat, et Nidoboros est tué, mais la Old Witch a le temps de sécuriser son Atank et de le cacher avec l'aide des nains. Ce qui veut dire que la Old Witch, elle est un petit peu vieille quand même. Ah ben, comme on l'avait Enfin, dit quand on parlait des Grimkin, elle était là quand mes ouais. notes marchaient sur Caen, donc elle est un petit peu ancienne. 1000 ans avant la révolte, il y a Blaethergast qui fonde l'Alliance des Dragons contre Toruk. Ce dernier est donc repoussé du continent et fonde l'Empire de Krix. Everblight, toujours aussi courageux, ne fait pas partie de l'Alliance des Dragons. C'est Deux- le meilleur d'entre nous, C'est ça. Everblight. 230 ans avant la révolte, des Orgoths tuent les elfes qui étaient dévoués à Pyromalfic. Le dragon serait empoisonné ou maudit durant le processus. 140 ans avant la révolte, Everblight se cache à Issylra et commence à manipuler les elfes. Et 375 ou 390 ans après la révolte, Everblight est découvert, il est détruit par la coalition des elfes et son Atank est placé sur le toit du monde. En 605 après la révolte, donc on se rapproche beaucoup de l'époque actuelle et c'est très peu de temps avant le début de Horde, Tagrosh libère Everblight et seulement 2 ans après, donc en 607, c'est la bataille au Château des Clés. Faut voir que c'est quand même un exploit pour Everblight en 2 ans d'avoir constitué des forces suffisamment puissantes pour s'attaquer à un dragon, le battre, surtout qu'en même temps il était emmerdé par Orboros et par Descorn, donc un exploit d'Everblight. En 608 après la révolte, Venetrax trouve l'Atank de Nidoboros.
Et c'est le fameux Atank qui est trimballé un peu partout durant toute la MK2, où Venetrax, quand il trouve l'Atank, il a la Légion au cul. Il y a Orboros qui fait un rituel pour faire un tremblement de terre. Venetrax Ouais, t'as se Constance retrouve dans Blaise qui des le tunnels. récupère un moment aussi. Après, Venetrax sort, toujours la Légion qu'il poursuit. Il se retrouve... il passe l'Atank à Terminus. Ils se font attaquer par le Cygnar. Le Cygnar récupère l'Atank, le file à Constance Blaise qui se barre dans un train pour le sécuriser. Et c'est là qu'il y a les événements de Wrath of the Dragon Phaser. Et qu'est-ce qui devient la tank au final, hein? Alors la tank, en fait, Wrath of the Dragon Phaser, c'est la grande chasse. C'est les dragons qui, l'Alliance des Dragons, alliés à Kruger contre les ordres d'Orboros, ont blighté les ley lines afin de créer un GPS à Atank pour choper Everblight. Donc tous les Warlocks d'Everblight se font attaquer, il y en a qui sont détruits, il y en a qui ressuscitent. Pour Everblight, c'est la merde. Hein. Ouais. Et Everblight aurait pu être détruit s'il n'y a pas un des dragons, je crois que c'est Charsog, mais je suis pas sûr de moi, qui voit l'Atank en question de Nidoboros dans un train et qui décide que c'est un prix plus intéressant, parce que c'est quand même un très gros Atank d'un dragon très puissant, et qui essaye de le choper. Mais à ce moment-là, Toruk arrive sur le continent, s'en prend à Charsog, le tue, il y a Blightergast qui intervient, d'autres dragons, il y a une bataille avec Toruk, Blightergast est gravement blessé, Toruk va gagner, c'est là que Allay, avec les jumelles maléfiques, Rias et Saeryn, n'ont d'autre choix que de donner l'Atank de Blightergast, de Nidoboros à Blightergast. Ok. Qui le prend, donc ce qui provoque une colère sans nom d'Everblight, mais Saeryn a un super pouvoir pour couper la connexion avec le dragon, et donc Blightergast devient très fort, repousse Toruk qui a déjà été blessé, et on revient à statu quo. Ok. Mais le bouquin est pas mal. Bah, il sera intéressant de voir aussi comment va évoluer Saeryn plus tard, enfin les jumelles. Bah Ouais. Ils en disent un petit mot dans le command book MK3, en gros on sait pas. Ok. Voilà. On verra ça. Ok, et ben on va pouvoir parler du meilleur d'entre tous alors, Everblight, un petit peu plus. On commence par Blight. Allez, Blight. Alors, il y a 3 thèmes force chez Everblight. Le premier, c'est Raven of War. Donc l'armée d'Everblight, pour sa survie, elle est mobile et dispersée, mais vu qu'ils peuvent communiquer entre eux via le Wi-Fi des Warlocks, c'est pas trop un problème. Ouais, alors on peut peut-être préciser, en fait, chaque Warlock a une partie de la tank d'Everblight, et ils peuvent Ouais. communiquer entre eux ou avec Everblight quand ils le désirent. Donc c'est un avantage que personne n'a dans les royaumes d'acier. Par contre, elle est assez faible, l'armée d'Everblight, parce qu'elle est chassée par le cercle d'Orboros et par toutes les nations dans lesquelles elle va aller. Et elle a très peur des dragons, et encore plus depuis la Grande Chasse, parce qu'ils ont failli être détruits. Donc ils sont très mobiles et dispersés, ils se reposent beaucoup là-dessus. Et les éléments de l'armée qui aident à cette mobilité, c'est ceux qu'on peut jouer dans Raven of War. Donc c'est l'avant-garde de l'armée Blight, les forces de reconnaissance, et c'est tout ce qui va être les Raptors, les Deathstalkers, les Striders, et tous ces gens-là sont sous les ordres de Lilith. C'est Lilith qui dirige un petit peu l'avant-garde de l'armée d'Everblight. Il faut noter aussi que Fianna, la nouvelle Warlock, est une Strider elle aussi. Ok. Et elle vient juste d'être promue au rang de Warlock, et il va falloir un petit peu de temps pour qu'elle prenne un petit peu le dessus et la tête des... Et pourquoi elle a été promue d'ailleurs? Parce qu'elle a sécurisé un Atank qui avait été détruit pendant le combat pendant la Grande Chasse. Ok. Si je dis pas de conneries, oui je crois que c'est ça. Alors, les Raptors, c'est une vieille tradition Nice de cavalerie qui combine des prouesses à l'arc et des combattants émérites à l'épée, qui sont sous les ordres d'Anissa Rival, et ces gens-là... En fait, Everblight, quand il a corrompu les Nice, il n'a pas touché à grand-chose des traditions guerrières, parce qu'ils étaient déjà très forts dans un rôle, et il a juste augmenté leurs compétences avec sa corruption draconique. Les Striders, eux, ils ont été bien corrompus par contre. Ils ont des instincts de tueurs beaucoup plus poussés, des jambes transformées qui ressemblent à des raptors, et même pour les Nice, ils sont solitaires et ils sont sanguinaires, même pour les Nice corrompus. Ok. Donc ça prouve que les gars, ils sont bien borderline quand même. Et il y a aussi, dans le thème, quelque chose qu'on peut jouer qui sont les grotesques. Alors, c'est ceux qui ressemblent un peu aux gargouilles. Ouais. C'est des Nice vraiment corrompus aussi, ceux-là. Alors, c'est une sorte de nouvelle race de Nice au sein d'Everblight qui ont leur société propre et qui vivent en marge de la société Nice. Ok.
Ils grandissent beaucoup plus vite et ils ont une espérance de vie beaucoup plus faible que les autres. C'est vraiment de la chair à canon pour les armées d'Everblight. Donc le thème qu'on peut jouer, j'ai essayé de trouver des chiffres sur combien ils étaient, tout ça, mais j'ai pas trouvé grand chose, c'est assez obscur à ce niveau-là. Donc le thème qu'on peut jouer, c'est ça. Donc on peut jouer tous les warlocks, toutes les beasts non caractères avec vol, toutes les légères non personnages, tous les grotesques modèles unit, tous les striders modèles unit, tous les raptors modèles unit, les sorcières sur Hélion, les forsaken et les spell martyrs. En bénéfice, tous les 20 points d'unité, on gagne un solo sur petit socle ou un command attachment. Ça, c'est du classique. Voilà, il n'y a pas d'advanced deployment en face, c'est assez original. C'est plutôt pas mal, ouais. Ouais, et il y a une unité de grotesque raider qui peut gagner ambush. Donc encore ça, un c'est truc assez classique aussi. Alors c'est un thème qui est très limitant pour Everblade, surtout au niveau des beasts, mais qui apporte de très bons bonus et qui respecte bien le fluff. On a vraiment l'impression de jouer une armée d'avant-garde en embuscade, rapide, qui tire à l'arc, avec des beasts qui vont vite, qui volent, mais qui sont pas aussi résistants que les autres. Ce que j'aime particulièrement dans ce thème, c'est que les Casterly thèmes, donc Lilith et Fianna, sont très intéressants pour ce thème-là. Et on voit beaucoup de listes, notamment avec Fianna qui se repose beaucoup sur les beasts volantes, sur les striders avec son feat qui file plus 3 def, et avec Lilith et des Archangels par exemple. Ouais. Donc je le trouve très bien fait dans le sens où il respecte vraiment le fluff et il est bien limitant aussi dans les choix de Warbeast. Après, j'ai pas un niveau de jeu suffisant pour voir ce que l'absence d'advanced deployment pour l'adversaire peut faire à haut niveau, mais visiblement les joueurs Blight ont l'air de bien aimer ça contre Wyrmwood ou des trucs comme ça. Ouais, c'était notamment sympa avec le SR 2016 parce que ça permettait de prendre l'avantage au scénario, enfin d'empêcher que l'autre monte très vite sur la table, si je dis pas trop de conneries, hein, parce que je joue pas Blight. Mais avec le SR 2017, faut voir si c'est toujours aussi intéressant. En tout cas, au minimum, ça permet de prendre l'avantage sur la table. Ouais. Donc, puis en plus, il y a une unité en embouche. Non, moi, je trouve que c'est vraiment un bon thème. On va passer à Children of the Dragon. Alors, c'est le thème basé sur les Nis et sur les Néphilim. Alors, les Nis, c'est la principale force de l'armée d'Everblight avec les Warbeasts. Quand Everblight était en Ios, il a expérimenté sa corruption sur les elfes. Il a voulu le faire autrement que les autres dragons et corrompre à la fois l'esprit des elfes et aussi leur corps, mais de manière un peu discrète. Quand il est réveillé par Tagrosh, il a vu qu'il y avait les Nis aux alentours de là où il était, et il s'est dit que c'était une population qui lui plairait bien pour faire une armée pour deux raisons. La première, c'est qu'il a déjà expérimenté sur les elfes, et donc que ça sera assez facile d'adapter ça aux Nis. Et sachant que c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Peuple qui s'est séparé. Après, il y a des petites différences, notamment au niveau de la société, parce que Ios, c'est quand même une société centralisée, avec une armée forte, avec des maisons, quelque chose de très organisé, alors que les Nis, c'est des groupes d'individus qui vivent dans des villages, voilà, des clans, qui s'appellent des éclats, les shards en anglais, et qui n'ont vraiment pas de gouvernement centralisé. Il y a juste le clergé de Nissor qui fait office d'organe central pour éviter qu'ils se foutent sur la gueule. Et donc les Nis sont reclus, ils sont dispersés, ils n'ont pas d'organisation centrale, et en plus leur dieu est très affaibli. Donc c'est une proie rêvée pour Everblight et sa corruption. Et en plus, il a déjà expérimenté sur les elfes, donc ça va être très facile pour lui d'adapter ça aux Nis. Les Néphilim, quant à eux, sont une race à part, fruit de l'évolution des recherches d'Everblight sur sa corruption. Alors c'est très sympa. C'est une mère Nis qui attend un bébé, qui boit du sang corrompu, du sang des Warlocks d'Everblight. Jusque-là, c'est sympa. C'est déjà classe. Et ça accélère un peu le processus, et puis visiblement... C'est des vitamines, quoi. Ouais, la pauvre maman Nis, elle passe pas un très bon moment durant sa grossesse, et quand elle donne naissance au Néphilim, il a plutôt tendance à sortir façon alien, quoi. Ok. Les Nis s'inquiètent de l'émergence des Néphilim, et ils s'interrogent sur leur place en tant que Nis dans la future société voulue par Blight, parce qu'ils se sentent bien moins utiles quand, au lieu de faire un bébé Nis qui va faire 1m80 et 70 kg, tu peux faire une beast qui fait 2 mètres de haut, 120 kg tout en muscles, quoi. Et en plus, une obéissance totale à Everblight.
Donc Children of the Dragon, en jeu, on a quoi? On a tous les Warlocks de la Légion, toutes les Lesser Warbeasts, tous les Néphilim non-personnages, tous les Nis, les Incubis, les Spell Martyrs et les Succubis. Alors pour les bénéfices, pour 25 points de bis, on peut avoir un solo sur petit socle, un Command Attachment ou 5 Incubis gratuits. Les Néphilim Warbeasts gagnent Unyielding, donc c'est plus 2 armure quand elles sont close, et il y a plus 1 au jet pour commencer. Alors c'est un thème que je trouve assez mauvais, ou en tous les cas très dur à jouer, à cause de la limitation aux Néphilim. Les beasts les moins joués chez Blight, c'est les Néphilim, on prend juste le Bolt Thrower pour avoir Snipe ou le Protector pour avoir Shield Guard. En plus, c'est 25 points de beast qu'il faut prendre pour gagner les solos gratuits, alors que c'est un thème qui aurait plutôt incité à jouer des Nis et jouer des unités. Ouais. Donc il est vraiment, vraiment mal foutu, je trouve. Le dernier thème... c'est le thème qui attendait tous les joueurs Blight. Ouais, c'est le thème Oracle of Annihilation. Le thème se concentre sur tout ce qui va être sorcier Nis et les Warbeasts. Alors déjà, la création des Warbeasts Blight, c'est assez sympa. Il faut du sang, des morceaux de corps ennemis tombés, et une goutte ou une quantité de sang du Warlock qui va créer la Warbeast. On met tout ça dans un chaudron, on touille et ça crée une Warbeast. Donc ça prend plus ou moins de temps. On voit l'unité, les Spawning Vessels, ça fait des petites laisseurs. Il y a des plus gros chaudrons pour faire des carnivéens. Et par exemple pour les Archangels, je crois qu'il y a 3 ou 4 Warlocks qui saignent en même temps dans une fosse remplie de sang, voilà, et de morceaux de corps pour créer les Archangels. La magie chez les Nis, avant d'être corrompue, était chez les prêtres. C'était une tradition dans la prêtrise d'avoir des pouvoirs magiques qui étaient donnés par Nissor. D'ailleurs, ces prêtres-là, on va les retrouver en juin chez les Syrah. Chez Syrah, ouais. On va avoir des prêtres de Nissor qui vont apparaître en juin. Non corrompus. Enfin, si vous avez du bol, sinon il y en a un ou deux dans le tas qui vont être corrompus, s'il y a un petit peu d'infiltration. Mais c'est vrai que en aparté, c'est un truc sympa, c'est que les survivants des Nis, en fait, ceux qui n'ont pas été corrompus, pour l'instant, on connaissait juste la Nissa, Silena, et du côté des mercenaires. Et là, on va avoir d'autres Nis au sein de Syrah. Ouais, depuis que Nissor a été récupéré par le châtiment. Donc la magie Nis aussi reposait sur l'Aéric, qui est la langue des Nis, et sur les runes de Nissor, et bien évidemment c'est la magie du froid, puisque Nissor était le dieu de l'hiver, et que les Nis vivaient dans le nord, dans leur élément naturel. Tout ce savoir a été corrompu pour créer la magie d'Everblight, qui a un mix entre magie runique de Nissor et magie corrompue des dragons, un mélange de la langue, je crois que c'est Tsar ou Tsak, la langue des dragons, et de l'Aéric. Et à la tête de tout ça, on trouve un personnage absolument fantastique qui est Veil, qui est à la tête des magiciens. Donc je vais parler un petit peu de Veil, parce que... c'est quelqu'un de très sympathique. C'est quelqu'un de très sympa. Il y a quand même pas mal de petites salopes dans les royaumes d'acier. Si je devais décerner la palme de la pire, je pense que Veil serait en tête de classement, devant du Gorshade, devant du Winter. Il y a Zerkova. Zerkova, elle est pas mal aussi. Oui, mais Zerkova, elle n'a pas damné tout son peuple pour un peu de pouvoir. Pas encore. Pas encore. Donc Veil, depuis le début, elle veut le pouvoir, elle est très ambitieuse, elle est prête à tout pour l'obtenir. Donc avant même d'être corrompue, elle avait commencé à rejoindre le clergé de Nissor et à feindre un dévouement total envers le dieu, ce qui n'était pas vrai. Elle a pu lire tous les bouquins interdits, et une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle a dit merci, bonsoir, elle est retournée dans son éclat, dans sa tribu. Et elle a régné sans partage, dans un règne de terreur, et tous ceux qui s'opposaient à elle étaient retrouvés suicidés de 3 flèches dans le dos, ou morts congelés pendant la nuit, enfin des trucs bizarres. Et elle a vu l'arrivée du dragon, elle savait que Blight allait venir et détruire le peuple Nis. Et elle a prévenu tout le monde. Et elle a prévenu Tagrosh en lui disant « Écoute, ce que tu fais, ça m'intéresse, mais en attendant, moi je veux plus de pouvoir ». Elle a vendu son peuple, elle a vendu son dieu, elle a donné toutes les indications des sources d'eau potable dans lesquelles les Nis puisaient pour boire, pour se nourrir, et comme ça Tagrosh a pu aller mettre du sang corrompu, enfin ça a été... Elle a vraiment préparé le terrain,
Everblight aurait sûrement pu capturer tous les Nice vu ils étaient disparates, mais avec de la difficulté. Là, Veil lui a offert toutes les indications nécessaires pour mettre les Nice à genoux sans qu'ils puissent se défendre. Ouais. Donc, Mais ça, c'était pour éviter qu'il y ait trop de pertes chez les Nice. Je pense que c'est ça. ouais, et puis son père était borgne aussi à Veil. En termes de jeu, on peut jouer tous les warlocks de la Légion, toutes les beasts non personnages, tous les modèles units avec une magic ability, des spawning vessels, une beast mistress, des bergers, des spell martyrs. Alors les bénéfices, tous les 25 points de beast, on a un solo ou un command d'attachment offert. Alors, point important, pour beaucoup de thème force, c'est un solo sur petit socle. Et là, il n'y a pas de taille de socle prévue. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment chiant. C'est ça qui rend le thème assez important. Une unité gagne apparition au début de chaque tour, donc ça peut être une unité différente, une unité non warlock, et les upkeeps sont gratuits au début de la partie, on peut les mettre sans les entretenir. Alors c'est le thème fort d'Everblight, c'est le thème des beasts, Blight c'est une armée de beasts, et donc il est très joué, notamment parce qu'on peut prendre 2 sorcières sur Hélion gratuits, ça fait déjà 12 points, ça fait charger non, ça fait 16 points. C'est 8 points. Ah oui, c'est 8 points. De mémoire, c'est 8 points. Je fais une recherche pour confirmer, c'est 6 points. Ah bah donc ça fait 12. C'est donc ce que je dis depuis le début. C'est ça. Le thème est vraiment, vraiment très fort et il est très joué. Et pour moi, j'ai toujours trouvé que les Beast Blight étaient très fortes, mais un peu chères. Et je trouve que le thème compense un peu ça, notamment quand on fait la distinction entre le prix des jacks de War Machine et le prix des Beasts de Horde. Et je trouve que le thème est plutôt bien dans ce sens-là. Après, j'ai peur qu'il devienne un petit peu incontournable en Alors Blight, moi, quoi. j'ai pu jouer contre cette thème force, c'était Ostrom contre Fianna. Donc alors, de mémoire, c'est la liste de JVM. JVM, c'est le joueur Blight. Ouais. Voilà. Ouais, ça doit être 2 Angelius, 2 Neraf. Il y avait 2 Angelius, 3 Neraf, un Séraph, 2 sorcières sur Hélion, et puis des petits solos à côté. Contre Ostrom, c'est vraiment super chiant. Ostrom, en fait, normalement, contre Blight, il a pas trop de problèmes. S'il y a peu de cibles avec une haute défense, normalement, on passe dessus vu que tout est boosté. Sauf que là, avec le feat de Fianna, ça fait défense 17. Donc là, c'est déjà beaucoup plus dur à toucher pendant un tour. Il y a les 2 sorcières qui font que dans un rayon de 8 pas, on peut pas tirer. Donc avec les 2, ça commence à faire beaucoup. Non, c'est vraiment très intéressant, très mobile, ça fait mal au corps à corps. Bah tu vois, Ça c'est bloque bien rien le que le tir. fait que ça emmerde Ostrom, moi ça me fait plaisir. Ouais, mais Ostrom, ouais, il va être moins fort aussi avec le Le SR nouveau Steamroller. 2017. Ouais. Et donc je trouve que le thème respecte assez bien le fluff. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout ce qui est sorcier, sorcellerie, qui crée les beasts et qui les amène au combat, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je pense que c'est un thème qui sera vraiment bien joué pour... Bah celui-là, c'était vraiment le thème Beast que les joueurs Blight attendaient, notamment pour les bonus gratuits. Ouais, bah c'est un peu comme les joueurs Scorn qui attendent leur thème Beast avec Ils ont impatience. déjà un thème Beast. Les Beasts gagnent, c'est quoi? Un thème Beast, ouais, Ouais. Swift Hunter. Swift Hunter, Super. voilà, c'est génial. Super. C'est génial. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur Everblight. Alors, bah là, on va passer à Papa Toruk. Donc, Toruk, c'est le papa de tous les dragons. Donc, pour l'instant, Krix n'a que 2 thèmes force. Chacune des thèmes force, en fait, ça reflète un des aspects importants pour Krix. Donc, on a Infernal Machine qui va parler en fait de tout ce qui est nécromancie, nécrotechnologie. Et on a Ghostfleet qui lui va parler plutôt de tout ce qui est thème pirate, sachant que la flotte Krix c'est quelque chose d'important pour l'empire de Krix. Donc je vais commencer par Infernal Machine. Infernal Machine, en fait, donc, comme je vous disais, ça représente tout ce qui est le travail des nécrotectes. En fait, les morts-vivants de Krix, c'est pas comme les morts-vivants qu'on a l'habitude de voir dans les poncifs de Love Fantasy, c'est des mélanges de technologie et de nécromancie, en fait. Les personnes qui s'occupent de cette nécromancie s'appellent les nécrotech. Ils sont plus ou moins affiliés à des Lich Lords, ça dépend, il y en a qui restent indépendants. Celle qui reste le plus indépendante, c'est Mortenebra, qui s'est arrangée pour travailler toujours pour tout le monde. Un truc important, c'est que les nécrotech ont l'avantage en fait d'être éternels.
tant qu'on les tue pas. Ce qui fait qu'ils bossent 24 heures sur 24, ils ont une très bonne connaissance technologique. Par contre, étonnamment, c'est une société où on partage pas trop l'information, où on reste plutôt chacun dans son coin, ce qui fait que dans le fluff, en fait, chaque jack va être unique. On va partager les grands schémas directeurs, mais pas tout ce qui est les petits détails et ainsi de suite. On sent la société où tu vis en harmonie, t'as Voilà, pas peur de c'est te ça. balader dans les rues, tout va bien. On est tranquille. La base des jacks, alors les jacks sont différés, les jacks sont donnés en deux catégories. Donc il y a les jacks légers et les jacks lourds. Les jacks lourds, c'est les L-jacks et les jacks légers, c'est les bonnes jacks. Les jacks légers, alors ces deux familles de jacks, ils marchent pas au charbon, ils marchent avec de la nécrotite. La nécrotite, c'est un minerai qu'on va récupérer là où il y a eu des tueries en fait. Bon, dans les îles Charles, on trouve ça assez facilement, et même sur le continent, il y a de quoi trouver. Euh, on va aussi trouver des jacks qui vont utiliser les âmes pour pour s'améliorer et pour fonctionner en fait. Un de ces jacks, le plus connu en fait, ça va être Death Jack. Death Jack, son histoire est un petit peu marrante en fait, parce que on ne sait pas d'où il vient. En fait, Death Jack, il est apparu sur le continent il y a plusieurs centaines d'années de mémoire. Il apparaît, il fait des ravages, il disparaît, ainsi de suite. Les nécrothèques ne savaient pas d'où il venait, ils savent toujours pas. A priori, il a un petit livre qui est accroché sur lui, et c'est de là, enfin là se trouverait la réponse. Mais on Ouais, n'a il y a pas encore pu plusieurs. le lire. Est-ce que ça viendrait d'une magie orgoth ou d'une magie tamarite? Mm. Et en fait, c'est un bouquin que tu trouves et le Death Jack, même quand il est détruit, il y a quelqu'un qui tombe malencontreusement sur le bouquin et puis qui remet Mm. son Jack en marche en le modifiant un peu, et puis au bout d'un moment, ça devient un Ça Death Jack, revient quoi. le Death Jack. Et donc Death Jack, Krix a réussi à le contrôler, alors via des rituels et ainsi de suite, mais il reste quand même plus ou moins indépendant. Et donc lui, il est indépendant notamment parce qu'il se nourrit des souls, enfin de l'esprit de ses victimes. Il n'y a pas un truc comme quoi le Death Jack veut tuer toute personne qu'il a contrôlée et que s'ils en perdent le contrôle, il Si pourrait. normalement il a un petit côté revanchard en fait. Ça aurait été Voilà. marrant qu'il ait une règle de frenzy un peu comme les Mysts. Peut-être, on verra. Donc ça donc il y a les L-Jack, les Jack lourds, donc il y a plusieurs châssis. Un thème important chez les L-Jack, c'est qu'ils soient très mobiles. Ils favorisent la mobilité et il y en a toute une partie, vu qu'ils sont sur des navires, il faut qu'ils puissent fonctionner sous l'eau. Donc voilà. Autrement, on a les bonnes Jack. Les bonnes Jack, c'est vraiment de la crasse en fait. Enfin, c'est du vite fait, vite détruit. Par contre, on joue sur le nombre et on joue surtout sur les Arknodes. Ça, l'Arknode, c'est une technologie qui a été volée au Cygnar. Alors, il y a un petit truc marrant sur l'espionnage technologique Krix, c'est qu'en fait, on attend que les gens meurent ou on les tue, et puis après, bah, avec la nécromancie, on tire les réponses pour Avec ça. moins de difficultés. Avec moins de difficultés. C'est notamment comme ça aussi qu'ils ont pu avoir accès à une partie de la magie Orgoth. Donc ça, c'est assez marrant à voir. Donc pareil, c'est la nécrotite qui va les faire fonctionner. Un point marrant sur les jacks Krix, en fait, c'est que c'est la seule faction qui a des jacks qui vont à la fois sous terre, sur terre et dans les airs. Il y a Et sous l'eau. et sous l'eau. Donc c'est vraiment tout terrain. J'ai pas d'exemple d'autres factions qui soient sur tous les terrains Non, comme ça. non, non, je crois pas. Donc voilà, c'était le petit point. Est-ce que tu plutôt vas parler du amusant. Kraken? Je te laisse parler du Parce que Kraken. je voulais juste dire un mot, parce qu'on dit Donc le toujours Kraken, c'est le colosse que Krix. Krix, c'est vraiment des méchants, mais Toruk a été très beau joueur, puisque le Kraken, ça fait très longtemps qu'ils en ont, et ils ont attendu que les autres nations aient leur colosse pour les envoyer sur le continent, et ça, je trouve que c'est beau, et on le souligne pas assez. Ils sont beaux joueurs, les Ouais, joueurs Krix. finalement. Ouais, c'est juste qu'ils voulaient pas montrer toute l'étendue de leur force. Ouais, En c'est fait, c'est c'était sympa, ça. c'est sympa. Ouais. Bah, en fait, ils voulaient vraiment être sûrs de remporter la partie pour dévoiler toute leur force. Donc là, ils ont tout dévoilé ou presque, et ils ont ont perdu. Mais bon, c'est pas de chance, c'est pas de chance. Donc voilà pour Infernal Machine. Bah, en fait, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Donc ça va être le thème Jack mort-vivant, entre guillemets. On a accès, comme d'hab, à tous les Jack non perso, à Death Jack. Il y a Malice aussi. Alors Malice, c'est un Jack perso qui est intégré parce qu'en fait, c'est le produit de la technologie des souls, en fait. Ouais. C'est le Jack qui permet vraiment de récupérer les souls et de C'est les utiliser. le Jack de Denegra, non? De mémoire, c'est Denegra, ouais. Et donc, il peut en fait envoyer les souls dans les jacks adverses qui va blesser et ça va permettre d'en prendre le contrôle pour un certain temps. On a accès à toutes les
Iron Leech, aux trolls. Donc les trolls, c'est les morts-vivants de base. Les Warwitch, les Necrotech, les Wraiths, les solos qui peuvent marchaler un Jack, et Daragvras. Non, c'est Nightmare, le Jack de Denegram. Malice n'est Il lié n'est à à personne encore personne. Ah ok. Donc au niveau des bonus, tous les 20 points de troll, on a droit à un nécrosurgeon et des Stitch Trolls. Donc ça, les nécrosurgeons, c'est des personnes qui récupèrent les corpses. On a droit à un command attachment, bon, ça c'est classique, et un solo qui n'est pas caractère. Tous les jacks ont hyper agressif, donc ça représente le fait que les jack Krix, en fait, vu qu'ils sont imbus de nécromancie, ils sont... Alors dans le fluff, ils disent qu'ils ont un caractère de tueur sauvage. C'est le côté Ouais. plutôt sympa, quoi. Puis je pense qu'être alimenté à la nécrotite, un truc que tu trouves que sur les tueries, ça doit aussi te mettre de bonne Voilà, humeur. ça met de bonne humeur. Et en plus, ils disent que sur chaque, mort-vivant, chaque jack et ainsi de suite, son créateur, le nécrotech, va graver des runes pour dire c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, il paraîtrait que les runes absorbent une partie de l'esprit du nécrotech et va rediffuser ça au... Et t'as pas un nécrotech Au Jack. pacifiste ou autre qui... Bah peut-être, mais on n'en a pas encore entendu parler dans le D'accord. fluff. Mais peut-être dans le prochain command book, hein, On on verra, ne sait on verra. jamais. On sait jamais. Et enfin, on a une unité de Mechanitroll qui gagne en bouche. Donc c'est du classique, c'est plutôt varié, on a accès à une douzaine de solos, à une demi-douzaine d'unités. En jeu, j'ai pas vu ce que ça fait, là, je peux pas vous dire. Ça a l'air d'être quelque chose... Ouais, je ne sais pas. Honnêtement, là, Infernal Machine... C'est dur à te dire pour l'instant, faudra voir en jeu avec le nouveau Steamroller. Krix c'est pas vraiment réputé pour ses jacks, donc je sais pas trop. en même temps, ils ont des jacks pas chers et qui peuvent faire mal, hein. Enfin, les nouveaux Krix sont vraiment plus axés sur les jacks, hein. Ouais, Surtout les... Bon, enfin, ouais, le problème, en fait... Par rapport aux autres, est-ce que ça tient la comparaison Bah, en fait, par le rapport aux problème, autres c'est que les factions meilleurs jacks, ça va être les jacks perso. Ouais, Donc c'est il y a ça. Baratroom, il y a Kanki, et ainsi de suite, et là, on n'y a pas accès. Ouais. Donc ça va être peut-être le problème de la Time Force. La deuxième Time Force, ça va être Ghost Fleet. Alors, Ghost Fleet, c'est axé autour d'un personnage, c'est le capitaine Rengrave. Alors, Rengrave, il vivait il y a 1500 ans, dans les îles Shard, donc ça date un petit peu. À ce moment-là, les îles Shard étaient gouvernées par 14 rois pirates. Donc c'était le règne de la piraterie, chacun avait sa petite flotte. Au début, ils se fritaient entre eux, et puis après, ils se sont dit, bon, on va dire, toi, t'as telle zone, et puis on va vivre en paix, on va aller agresser les autres. Et il y a à peu près... Donc Rengrave, lui, c'était le capitaine de l'Atramentus. L'Atramentus, c'est un ancien galion funéraire. Alors les galions funéraires, on ne sait pas trop ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une nation sur le continent qui envoyait un galion funéraire quand son roi mourait. Et en fait, on mettait le roi dans le galion avec tout son équipage et il partait vers l'ouest. Et on les revoyait plus. Donc c'était des super navires. Et Rengrave, vu que c'est un de ses hobbies, en fait, ce qu'il adorait, c'était tuer les prêtres. Il a capturé l'Atramentus comme ça. Donc à l'époque, il était connu comme un des pirates les plus sanguinaires. C'était lui qui dirigeait la flotte du roi pirate Trénodax. Donc il y a 1500 ans, donc comme tu le disais, Toru qui s'est fait blesser par ses petits-enfants, il est allé se réfugier dans les îles Shard, et il a dit au roi pirate, soit vous vous soumettez, soit vous mourrez. En gros, hein, c'est Un simple. choix honnête. Honnête, voilà. On a toujours le choix. Donc les rois pirates ont essayé de résister au début. Il y a notamment Trénodax qui a dit, bon, attends, on va pas se laisser faire, c'est qu'un dragon, il fait la taille du Nil, Ouais, à l'aise, quoi, facile. l'aise. Donc Toru n'a pas voulu être trop méchant d'un coup. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de repérer quel était le navire le plus puissant, donc c'est l'Atramentus. Il a attendu que l'Atramentus soit tout seul, il est allé voir l'Atramentus, il a dit à Rengrave, soit tu meurs, soit tu me sers. Donc Rengrave a dit, hey, je suis ton ami. Donc il a quand même passé tout le navire au feu draconique, et ça a transformé tout l'équipage en mort-vivant. Alors sachant que c'est des morts-vivants un petit peu uniques en fait, parce qu'ils sont pas issus de la nécromancie, ils sont vraiment issus d'un contrat avec Toruk. Donc une fois qu'ils ont été transformés, ils sont allés rejoindre la flotte pirate unifiée qui se préparait à affronter Toruk. Donc ils sont arrivés au milieu de la flotte tranquille, parce que c'était un vaisseau pirate. Ils ont incendié énormément de navires, tué des équipages et ainsi de suite. Toruk est arrivé après, donc il a redit au roi, vous me servez ou vous mourrez.
tout le monde a accepté, sauf deux. Donc il y a Trenodax qui a refusé de se mettre à genoux. C'est plutôt courageux. Il est mort. Hein. Et il y en avait un autre qui s'appelait Mourcraig. Alors lui, c'est un roi pirate qui n'a pas participé à la résistance, enfin au début de résistance. Lui, il s'est terré dans son château en pensant que toutes les reliques qu'il avait volées allaient le protéger de Toruk. Donc Toruk, en gros, il est arrivé, il s'est assis sur le château s'est écrasé et Mourcraig est mort. En gros, voilà, voilà. Donc il y a 12 rois pirates qui ont prêté allégeance à Toruk, qui sont passés à la flamme aussi, ils sont devenus des morts-vivants et c'est devenu les 12 Iron Lich. Les 12 Lich Lords, pardon. Et donc c'est de là que vient le nombre de Lich Lords. Il y a toujours eu 12 Lich Lords depuis. C'est pas forcément les mêmes, parce qu'il y a pas mal de changements au sein de Krix, mais c'est de là que vient ce nombre de 12. Un petit peu comme le Conseil des 13 Chez les Scavengers. dans un autre jeu. Il y a un petit truc sur l'Atramantus et Rengrave qui est rigolo, c'est que l'équipage de l'Atramantus ne peut pas mourir tant que Rengrave est en vie, Rengrave ne peut pas mourir tant que l'Atramantus n'est pas détruit, et l'Atramantus ne peut pas être détruit tant que Rengrave est en vie. Et il a été coulé plusieurs fois, je crois qu'il y a... Alors en fait, il a été coulé plusieurs fois. Qu'il a coulé, mais vu que Rengrave n'était pas mort, le vaisseau est revenu. Alors ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que quand les morts-vivants de l'Atramantus tuent des gens, ces gens se relèvent en tant que morts-vivants qui vont servir l'Atramantus. Ouais. Et donc c'est comme ça que se construit en fait la Ghost Fleet, la flotte fantôme. C'est tout ce qui est détruit par Rengrave et l'Atramantus, hop, ça revient et ça sert à Rengrave. Pour repérer la Ghost Fleet, c'est tout simple, en fait, il faut voir un navire avec plein de flammes vertes autour, qui est dirigé par des mecs avec plein de flammes vertes autour, et qui tire des projectiles avec plein de flammes vertes autour. Ça doit être discret pour une attaque de nuit. Vous voyez, vous dites, c'est la flotte fantôme. Donc, ça, c'est pour Rengrave. Donc, la flotte fantôme, en fait, elle fait partie, c'est juste une partie de la flotte Krix. La flotte Krix, en gros, elle est divisée en 4 flottes. Donc au début c'était Terminus qui était en charge de la flotte, et récemment, vu que Krix a voulu aller sur le continent, il a pris en charge toutes les troupes du continent, et il a donné le commandement de la flotte à Scar. Et Scar, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mieux organisé la flotte, elle a notamment augmenté les raids côtiers, et on l'a maudit pour ça, parce que c'est lors d'un de ses raids qu'elle est allée dans le village d'Ingran, et qu'elle a ramené Denegra et Alais. Et ça, juste Denegra. Enfin ouais, mais Alais est devenu Alais à cause de ça. Ouais. Donc c'est à cause de cette putain de flotte fantôme, enfin de flotte Krix, qu'on a Alais 2 sur les tables, et ça je tenais à le dire. Donc la technique principale de la flotte Krix, ça va être, on lance un raid, on crée la panique, et avec le surnombre, on tue tout le monde, ou on prend des esclaves. Le problème, c'est que c'est une flotte qui est très grande, on ne sait pas le nombre exact en fait, parce que Toruk n'a jamais voulu que toute la flotte apparaisse en même temps. Donc même si pour l'instant les flottes des royaumes d'acier ont du mal face à Krix, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais pris toute la force de Krix dans les dents. L'avantage, c'est que vu que c'est une nation très sympa, c'est une flotte qui est très difficile à contrôler, il y a des navires qui sont ennemis entre eux, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Donc la flotte actuellement elle est dirigée par Scar, il y a 4 flottes connues pour l'instant. Donc il y a la flotte noire, c'est la flotte privée de Scar. Elle est divisée en deux, il y a la flotte noire propre. Donc la flotte noire propre, alors, ils aiment bien le noir. Elle est composée des vaisseaux noirs. Donc les vaisseaux noirs en fait c'est des vaisseaux qui sont issus de technologie Orgoth. Il faut savoir que les Orgoth c'était les maîtres des mers. Quand ils sont arrivés, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué tout ce qui était marin, artisan naval et ainsi de suite, qui leur tombait sur la main parce qu'ils voulaient garder cette maîtrise-là. Donc les vaisseaux noirs, ils ont été faits à partir des secrets de fabrication Orgoth. Il y a beaucoup de nécromancie là-dedans, ainsi de suite. C'est des navires qui sont quasiment indestructibles. Qui ont une force de frappe telle que quand ils arrivent dans le combat, généralement ça veut dire que Krix va gagner. Il n'y a que des navires récents qui arrivent à les battre, c'est les navires à coque d'acier qui ont été créés par les royaumes. Et ils ont aussi la capacité de transporter de nombreuses troupes et de nombreux warjacks. Donc ça c'est la flotte noire, et en plus il y a la flotte amirale. Donc la flotte amirale c'est 16 vaisseaux, c'est des équipages qui sont essentiellement composés de 7x6, de Black Ogrun et de revenants. À côté on a la flotte du carnage qui est beaucoup plus petite, il y a 25 vaisseaux. Elle est dirigée par le sympathique Slaughterborn. Slaughterborn c'est un
Troll ou un Ogrun? C'est C'est un un troll, troll, ouais. ouais. C'est un troll qui a été corrompu, bah, comme tout le monde sur les îles Shard, et qui aime le massacre. Donc cette flotte du carnage, c'est plutôt des transports de troupes, et c'est fait pour amener les Ogrun au combat. On a la flotte pirate. Là, il y a plus de 550 vaisseaux, mais de toutes les tailles. Ça peut être de la barcasse au galion. C'est des équipages qui sont plutôt humains. C'est essentiellement des pirates. Mais il faut voir qu'ils n'ont pas eu qu'un mauvais rôle, en fait. Parce que notamment sous le règne des Orgoths, il y a une partie de la flotte pirate qui servait de contrebandier et qui servait à alimenter la résistance contre les Orgoths. Et enfin, il y a la flotte fantôme. Donc la flotte fantôme, pour l'instant, dans le fleuve, il y a 16 navires, mais ça va varier selon les prises et les pertes. La Traventus, on sait qu'il y a à peu près 650 revenants dedans. Sinon, ce qu'on peut dire sur la flotte fantôme, Ça en doit fait, quand même être un sacrément gros bateau. le galion funéraire, c'était énorme comme navire. Ouais. C'est l'équivalent des pyramides, en fait, pour les... Ouais. Ça demandait l'équivalent des ressources des pyramides pour les royaumes de l'époque. Les flottes actuelles ont connu très très peu de succès contre la flotte fantôme. En fait, à chaque fois qu'il y a eu une victoire contre la flotte fantôme, c'est qu'on était 10 ou 15 fois plus nombreux. Parce qu'il faut savoir que les coques se régénèrent, il y a le vent qui se génère tout seul dans les voiles aussi, ce qui permet de faire des manœuvres qu'un navire normal ne pourrait pas faire. En plus, l'équipage meurt très difficilement. Enfin voilà, c'est l'horreur. Donc la flotte Kriegs actuellement elle est assez active, parce que la guerre a vraiment repris contre le continent. Il y a notamment deux dates clés, il y a ce qu'on appelle les invasions Shard qui ont eu lieu contre le Cygnar, donc ça c'était entre 584 et 588. Le Cygnar a pensé que c'était une opération d'invasion, et en fait apparemment c'était juste une opération de diversion qui servait à camoufler l'installation d'un Tornwood et ainsi de suite. Et sinon, donc ouais, en 588, il y a eu une des plus grandes batailles navales qui a eu lieu dans les royaumes d'Acier, c'était contre Cygnar et Kriegs a gagné. Et la dernière grosse action de la flotte Kriegs a été en 606. Il y a une grande partie de la flotte Khador du nord qui a été détruite c'est port Vladovar. Et c'était une attaque éclair et la majorité des navires ont été détruits ou endommagés alors qu'ils étaient encore à quai. Et étonnamment, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas eu de nouvelles attaques depuis, ce qui laisse le temps au Khador de reconstituer sa flotte. Ouais, Donc pareil, les joueurs Kriegs sont sympas. Ça me fait penser que dans le prochain No Quarter, il y aura un jeu à part entière dedans qui permettra de simuler des batailles navales dans l'Imoren. Et Ça donc, peut être il y sympa, aura ça. un plateau de jeu dedans et on jouera avec une figurine. Ils ont montré sur le Twitter d'Ungerford Bart qui avait Ouais. une carte spéciale et donc on déplacera les figurines sur le plateau en question pour simuler bataille navale et je trouve ça plutôt Ça peut rigolo. être sympa, ouais. Ouais, à Ça peut voir être marrant. ce que ça va donner. On testera. Alors au niveau du jeu, qu'est-ce que ça donne? Donc on a accès à très peu de choses. Donc on a accès aux revenants de crew. Donc ça c'est l'équipage de base de la Traventus et c'est les mecs qui sont tués, qui reviennent et ainsi de suite. On a accès aux Blackbane Ghost Riders. Alors Blackbane c'était le premier maître de Rengrave. Et en fait quand Toruk est arrivé à dire à Rengrave serre-moi, Rengrave a dit oui. Et t'as Blackbane qui a dit non. Black Ben, en fait, il était à la tête de l'élite de l'équipage. Ils se sont dit, on va essayer de résister. Bon, ils sont morts quand même, mais ils sont revenus en tant que morts-vivants. Et eux, la différence, c'est qu'ils sont éthérés. Donc pareil, ils sont liés à la Traventus. Sinon, on a accès à tout ce qui est race model. Donc, alors, il y a les Machine Race, les Pistol Race, les Hellsinger Phantom. Alors, lui, il est marrant aussi parce que c'est le fantôme de Kane, c'est ça? Ouais, qui se fait maudire dans le dernier bouquin sur Kane, je sais plus Ouais, comment il donc il y a s'appelle. une partie de lui-même qui s'échappe et il faut Ouais. qu'il la rattrape pour la tuer. C'est ça. Enfin, voilà. Et autrement, on a le Race Engine, donc ça c'est la Battle Engine. C'est le dernier produit de la technologie Kriegs qui essaye de créer des choses entre les mondes en fait. Ils ont étudié le néant et ils veulent voir ce qu'on peut faire avec. Donc au niveau des bonus, tous les 20 points de revenant, on a droit à un Weapon Crew ou à un Small Base Solo. La capacité Deathbound des revenants de crew, donc en gros on en fait revenir D3 de mémoire à chaque tour. Je crois que On c'est rajoute plus 1, donc ça fait D3 plus 1. Et on a plus 1 au jet pour commencer. Alors Ghost Fleet, c'est une timelist qui au début a été vue comme vraiment pas top. Les joueurs Kriegs l'aimaient pas.
Et il y a quelques listes qui sont sorties et depuis, ben, ça devient une liste assez puissante et qui oriente le méta au niveau compétitif, au moins en partie. L'avantage, c'est qu'il faut vraiment créer une liste contre Ghostfleet, parce qu'il y a beaucoup d'éthérés. Il faut de l'arme magique. Ouais, si on n'a pas l'arme magique, bah, ça passe beaucoup plus difficilement. Et en plus, il y a beaucoup de récursions. Donc si on n'a pas de remove from play ou de choses comme ça, on peut vite se retrouver noyé. Alors c'est une liste qui marche bien, mais qui marche bien surtout grâce à Denny aussi. Parce que ses sorts et son feat font que même le Revenant de Crow ou même les Ghost Raiders, c'est pas top à la base. Mais avec le feat de Denny et tous les malus que donne Krix, ça permet de faire des choses et de tomber des jacks ou des choses comme ça. Donc voilà, moi j'aime bien cette thème list, elle est plutôt compétitive, elle est dans le fluff, enfin moi c'est ce que j'aime bien. Moi, je la trouve sympa, et comme tout le monde, la première fois que je l'avais vue, je me suis dit que c'était assez nul. Et finalement, elle semble être très intéressante à jouer pour les joueurs Krix. Donc après, il faut voir ce que ça donne contre quelqu'un qui a une liste qui est vraiment fait contre, mais a priori c'est une liste qui est vraiment sympa. Je vois qu'en mignon, les gros joueurs mignons, je parle des vraies factions, hein, tu m'excuseras, maintenant prennent Jaga Jaga dans leur liste pour avoir Spellpiercer et que tout le monde a des armes magiques en cas de Ghostfleet, quoi. Alors qu'avant, Jaga Jaga, personne ne la regardait, et maintenant... Bon bah c'est bien si ça fait apparaître de nouvelles choses. Ouais. Mais je sais qu'en Merco, pareil, maintenant, ma deuxième liste, je veux qu'il y ait des armes magiques dedans, sinon je sais que c'est une défaite quasiment auto contre Ghostfleet. Bah Merco, mignon, c'est bon, on a fait Voilà, le tour on de a ce qui fait le était tour important. de ce qui était intéressant. Bon, alors s'il reste encore quelqu'un, on va essayer de parler de Khador. Ou tu veux parler de Grimkin un petit peu vite fait Je vais parler des Grimkin. Alors pour les Grimkin, il y a 2 thèmes force. Je vais pas du tout pouvoir m'attarder sur le fluff des Grimkin pour des raisons évidentes, c'est qu'on ne le connaît pas. Bah si, on en a un petit peu. Si vous voulez voir le fluff des Grimkin, vous pouvez voir l'excellent podcast que nous avons fait. C'est quand Je sais plus quand. Il y a Enfin, on un l'a mois fait. ou 2, Ouais, il y a 2 mois, un truc comme ça. Mais c'était juste les informations générales sur la faction, l'histoire de la faction, mais là pour savoir ce qu'il y a dans les 2 thèmes force et pourquoi elles existent d'un point de vue fluff, on ne sait pas. Ouais. Alors Vous remarquez que Jean-Marc, qui joue Grimkin, aime les factions qui n'existent pas. Hein. Parce qu'il joue Mignon, il joue Grimkin, enfin c'est que du bonheur. Ouais. Mais je crois que tu as perdu tes 2 dernières parties contre moi face à des factions qui n'existent pas, si je me trompe pas. Bah, est-ce qu'on perd contre quelque chose qui n'existe pas Ou est-ce que c'était plutôt philosophique, ouais. Une défaite reste une défaite. Alors le premier thème force, c'est Dark Ménagerie, donc il est plutôt sur les beasts, et ce que je vais donner là, c'est les informations qu'on avait quand les Grimkin étaient en test, donc c'est susceptible que ça change. Donc donc le CID est terminé. Donc le CID, c'était une partie de test en fait avec la communauté, et là c'est les dernières informations qu'on a eues avant que le test se ferme. Sachant que normalement, il n'y aura pas énormément de changements. Ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils ont dit que s'ils avaient fait ça, c'était pour une bonne raison, mais qu'ils pouvaient changer, qu'ils se laissaient toutes les libertés. Donc ça peut être totalement différent. Je serais étonné, mais bon, pourquoi pas. Donc on a droit à tous les Warlock Grimkin, à toutes les Warbeasts non caractères, ce qui tombe bien puisqu'il n'y en a pas. Aux unités de Dreadrot, donc c'est les citrouilles, les Twilight Sisters, c'est celles qui font revenir les figurines et qui soignent aussi les beasts. Les Glimmer Im Solo, c'est ceux qui mettent le malus en def. C'est les salauds à la cuillère. C'est ça. Les Gremlin Swarm, donc qui sont jouables en minion aussi. Lady Cariana Rose et la Baton Engine. Donc clairement en unité, les Dreadrots pour récupérer les corps, et le reste c'est du soutien. Donc, ça fait un peu mal au corps à corps aussi, les Dreadrots. Bon, faut que ça y arrive faut que ça y arrive, quand ça arrive, ça peut faire un peu mal. Ça peut faire un peu mal. Donc, il y a eu le Witchwood fut un temps qui a été dedans, mais je crois qu'il a été enlevé lors de la dernière semaine, donc pour moi, il y est plus, mais c'est possible que ça change. Donc, les bénéfices, les Gremlins, on peut en prendre 5. Et il gagne sérénité. Donc, au début de la phase de contrôle, avant de licher la furie, on peut enlever un point de furie pour chaque beast à côté, à un pouce d'un Gremlin Swarm. Pas mal, ça. Sachant que le fil d'allouance à 5, mon avis, il va pas rester. Je pense qu'ils vont passer à 3. Bah, surtout que c'est éthéré. C'est éthéré, ça a 5 PV, c'est une bonne def, donc je pense que ça restera pas. Pour tous les 15 points de beast dans cette armée, on peut rajouter soit un Gremlin Swarm gratuit, soit un Krabit, un Shield Guard. Ah oui, c'est que 15 points pour eux. Ouais.
Sachant que normalement, pour les thème list classiques, c'est 20 ou 25. Ouais, sachant que ça aussi, ça risque de passer à 20. Ouais. Ils savaient pas trop. Donc, et le dernier bonus, c'est que toutes les figurines qui peuvent commencer avec un corpse token commencent avec un corpse token, Ouais, sauf bien sûr les Dreadrots. Et ça, c'est vraiment super Et bien. ça, c'est très très bien pour les Grimkin. Donc, dès qu'on veut jouer des beasts en Grimkin, on joue Dark Menagerie. Et le thème, moi j'ai fait 4 ou 5 parties en Grimkin et je les ai toutes fait en thème. Bah, moi, j'ai dû faire. Alors, c'est pas contre toi, j'ai fait des parties aussi contre Tsa et contre un autre joueur, et à chaque fois, c'était en thème list. De toute façon, je pense que pour les Grimkin, j'avais pas mal suivi le CID, tous les rapports de bataille se faisaient en thème ou presque, quoi. Donc c'est un thème qui est très très bon pour commencer avec des corpse tokens qui sont vraiment nécessaires dans la mécanique générale de l'armée, notamment pour les beasts, quand on affronte du Sirius ou autre. Et le thème est vraiment très bien pour jouer des beasts. Donc après, est-ce qu'il est fluff ou pas, je ne sais pas, mais en termes de jeu, moi je le trouve très bien. Ce qui peut être un peu craqué, c'est les 5 Gremlin Swarm, j'espère qu'ils vont diminuer ça et qu'ils vont les passer à 3, ou alors que ça passe à 20 ou 25 points de War Beast pour avoir les bonus. Bah, que ça passe à 20 points, ça paraît être Moi je dirais mettre les Gremlin Swarm à 3 et puis rester à 15 points ou 20 points maximum, mais 15 points, c'est vraiment pas beaucoup quand même. C'est quasiment une beast, un solo gratuit. Hein. ça c'est un solo ou un Krabit. Donc après, si tu peux pas prendre trop de Gremlin Swarm et que tu prends des Krabits, pourquoi pas. Mais donc voilà, je le trouve très bien. L'autre thème, c'est Bump in the Night. Alors c'est tous les Grimkin Warlock, toutes les Warbeasts non caractère, toutes les unités, les casques Imp, donc c'est les petits mecs qui courent devant et qui sont bourrés, les Glimmer Imp, le Lord Longfellow, le Trapperkin, le Witchwood Solo, la Battle Engine. Donc en gros, qu'est-ce qu'on perd? On perd Lady Cariana Rose qui booste les beasts, qui permet de gérer la furie Ouais, et donc de tu filer un perds rage. rien en fait. Tu perds Lady Cariana Rose. Ouais, donc tu perds rien. Les règles spéciales, tous les 20 points d'unité ou de Battle Engine dans cette armée, on peut avoir soit un command attachment, soit un solo gratuit. Alors, sachant que la Battle Engine, tu sais que tu l'auras de La toute Battle façon. Engine, on la prend. Si elle est aussi dans le Theme Force. Non, elle est pas dans le Theme Force, je crois pas. Bah si, elle doit être. Ou alors, ça, si tu m'entends, tu as triché. En tous les cas, sur la version que j'ai imprimée ici du CID, non, enfin tu peux la prendre dans la Theme Force, mais elle rentre pas pour les bonus. Ah oui, ouais, non, tu non, peux les la deux prendre dans la sont- Theme oui, Force. bien sûr. Ouais. Damned. Mais j'aime bien que tu lances de fausses accusations sur des joueurs comme ça. Alors déjà, les 20 points d'unité ou de Battle Engine qui donnent un solo, c'est vraiment pas mal parce que les solos Grimkin sont très bien. Je pense à Lord Longfellow qui est gratuit ou au Trapperkin par exemple, qui sont des bons solos et en plus on les paye pas. Les guerriers gagnent Rise, donc Ça, tous ceux c'est qu'on super t'offre, bien. c'est quand même super Ça se bien relève auto pour au début les, du tour. pour les Dreadrots ou pour les Piggybacks. Et un dernier petit bonus, les Murder Crow gagnent Ambush. Ce qui est très bien Ce aussi qui est pour très cette bien. unité. Donc moi j'avais joué en thème contre toi quand je jouais l'hérétique, j'avais joué aussi je crois le Dreamer avec ce thème-là et ça marche super bien quoi. Les deux thèmes sont vraiment très bons. Et alors si le but de Pépé c'était que les Grimkin soient joués en thème, c'est réussi. S'il voulait qu'on joue les Grimkin hors thème, ça n'a pas marché parce que les bonus sont tellement intéressants qu'on va partir sur un thème si on veut jouer de l'infanterie et sur l'autre si on veut jouer de la beast. Quoi. Bah, on pourrait voir ça de toute façon en conclusion, mais il y a certaines factions où en fait ça fait ça quoi. Il n'y a plus que de la Theme Force et il n'y a plus de Ouais. beast Pour après. toutes les autres factions, je saurais pas le dire. Je sais qu'en mignon, on a encore le choix, il y a des intérêts à pas On a prendre parlé de de thème. factions. Et... et par contre, en Grimkin, clairement, on joue en thème. Ouais. Donc après, faut voir, parce que les Grimkin sont pas encore officiellement sortis, donc faudra Ouais, et voir puis ça peut ce que changer, donne, mais quoi. en l'état, c'est ça. Quoi. Ok. Et donc maintenant, on va passer à la dernière faction qu'on n'a pas vue, c'est Khador. Alors, Khador, donc, je vais être assez rapide là-dessus, parce que je connais pas trop, hein, je suis désolé. Et je dois dire que les mecs en rouge, je les ai jamais aimés. Donc c'est triste, hein, mais... Donc en gros, Khador, c'est une nation militariste et expansionniste. Ils maîtrisaient, alors les ancêtres du Khador maîtrisaient la plus grande partie de ce qui étaient les royaumes d'acier avant. Les Orgoths sont arrivés, ils ont perdu leur suprématie, et après la révolte, ils n'ont pas réussi à la récupérer. Donc en fait, depuis, ils sont en colère et ils ont envie de récupérer ce qu'ils pensent être leur dû.
À cause, selon eux, des traités fallacieux de Corvis et Et des des gens du médiacrates Sud, voilà, qui ont... l'autocratie. Voilà. Donc voilà, donc en gros, c'est les rouges qui sont... Alors c'est un petit hommage à Richie, c'est des rouges qui sont en colère, qui tapent fort et qui veulent conquérir le monde. C'est une nation militaire, ce qui veut dire que tous les citoyens, normalement, doivent faire l'équivalent du service militaire. Donc ils sont intégrés au sein de la Winter Guard. La Winter Guard, ça va être... alors pour ceux qui ont regardé un petit peu... alors, soit vous êtes un féru d'histoire, vous connaissez un petit peu l'infanterie russe dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est les vagues de mecs qu'on envoie mourir. Il y a un Bon, fusil pour 8 et il faut récupérer le fusil du mec qui vient alors calancher c'était... devant toi. Ouais, non, c'était pas ça. Alors historiquement, en fait, c'était un fusil pour deux. T'avais un mec qui avait le fusil, l'autre qui avait les munitions. C'est le mec avec le fusil tombait, le mec avec les munitions le récupérait. Et si jamais il y en a des gars qui voulaient revenir en arrière, il y avait une mitrailleuse derrière pour leur faire comprendre que Il fallait aller de l'avant. fallait aller de l'avant. Ou sinon, si vous êtes plus jeune, vous avez peut-être pu voir Starship Troopers, et donc là, vous voyez les marées de Marines qui se font massacrer à l'appel, ben, c'est ça, c'est la Winter Guard. Donc tout le monde fait son service sur la Winter Guard, sauf ceux qui vivent proche des frontières, il y en a qui sont un petit peu trop indépendants, donc on les laisse servir au sein des Cossites. Les Cossites, ça va être les éclaireurs en fait. L'armée va être divisée en... ben, les forces militaires sont divisées en 3 armées. Il y a la première armée qui s'appelle l'Enclume. La première armée, elle est composée essentiellement de Winter Guard. Son rôle, en fait, ça va être d'engager les forces ennemies sur un front le plus large possible et d'encaisser un maximum. La deuxième armée, elle s'appelle le Marteau. Donc le Marteau, ça va être une force d'élite. C'est composé d'infanterie d'élite et de jack. Et ça va être une force qui va être appliquée à certains points pour faire craquer les lignes ennemies. Tout de suite, tu sens dans le nom qu'ils ont choisi de donner à leurs Tu armées, sens la finesse et la subtilité. Tu sens la subtilité, quoi. subtilité. Donc il y a le marteau, il y a l'enclume et autrement il y a la forge. Alors la forge, on pourrait, en fait, c'est le service de ravitaillement. On aurait pu penser que c'est l'élite de l'élite ou enfin des ingénieurs de fou ainsi de suite. Non, c'est le service c'est le ravitaillement. Ils sont chargés des garnisons au Cador et autrement ils sont séparés en 5 légions qui gardent les frontières du Cador. Donc voilà pour la répartition militaire. On va retrouver un petit peu ça dans les thème force qui existent pour Cador. Donc pour l'instant, il y a 3 thème force. Il y a Winter Guard Command, Joe of the Wolf, et la dernière, c'est Legion of Steel. Donc la première, Winter Guard Command, en fait, ça représente un petit peu la première armée. On va avoir normalement... Alors normalement, le mot important, c'est normalement. Normalement, on devrait avoir un gros noyau de Winter Guard. On sent venir l'avis négatif sur Voilà. le thème force. Mais non, c'est pas vrai. Donc on devrait avoir un gros noyau de Winter Guard qui encaisse, qui balance des roquettes et avec quelques jacks qui vont finir le résultat. Donc on a accès aux jacks non caractères, à tout ce qui est Winter Guard model ou unit, au Widowmaker, au Battle Mechanic, à Malakoff et au War Dog solo. Donc tous les 20 points de Winter Guard, on a le droit à un Weapon Crew, un Attachment ou un capitaine solo. Les Warcasters vont gagner Sacrificial Pawn, donc à chaque fois qu'on est touché par une attaque ennemie, que ce soit au tir, la magie, ainsi de suite, c'est un collègue à côté qui prend. Et pour chaque Winter Guard unit, on a le droit à un Jack lourd qui gagne Advance Move. Alors déjà, il faut savoir que Winter Guard Command, c'est la seule Thème Force qui a eu son énoncé de changer, en fait. Ouais. Et heureusement, il n'y en a pas eu d'autres. Au début, c'était tous les Jack lourds gagnent Advance Move. Ce qui fait qu'en fait, on voyait pas un seul Winter Guard, on voyait juste des Jacks qui gagnaient Advance Move, et voilà. Donc c'était joué généralement avec Karchev ou avec Arkevich. Donc ils ont changé un petit peu le phrasé, mais au final, ça n'a pas changé grand-chose de ce que j'ai pu voir. C'est juste que maintenant, les gens zappent le côté tous les 20 points de Winter Guard, on a des bonus. Ou à la rigueur, ils vont prendre juste une unité avec des Rocketeers pour avoir un canon à côté. La règle importante de la Thème Force, en fait, c'est que les Warcasters gagnent Sacrificial Pawn. Ce qui fait qu'on va avoir alors soit l'unité de Winter Guard qui a été prise, soit des battles mécaniques qui vont servir à protéger le caster, et autrement ça va être du jack, et on déroule. Donc voilà. Dans l'idée, c'est une thème force que j'aime bien, enfin, ça pouvait représenter quelque chose, et au final, je pense que la réalisation a été mal faite, parce que de ce que j'ai vu, ça se transforme plutôt en thème force qui utilise des jacks.
Je suis entièrement d'accord avec toi. La Winter Guard, c'est quand même un gros truc du Cador, la base de l'armée, et elle méritait un thème force plus réussi que simplement filer un bonus au spam de Jack Cador, quoi. Ben voilà, c'est un petit peu ça. Bah après, ils retrouvent leur rôle de chair à canon, parce qu'ils sont là pour servir de sacrificial pawn. Mais Ouais, on n'a on se pas, on doute bien retrouve, que ça ouais. devait pas être fait comme ça, et moi je m'attendais plus à une marée de piétons sur la table avec deux trois Jack, quoi. Ouais, mais bon voilà. La deuxième liste, ça va être Legion of Steel. Alors le petit truc marrant en fait, c'est que Steel, ce coup-ci, ça va pas représenter les Warjacks, ça va représenter l'infanterie. Donc Legion of Steel serait plus l'incarnation de la deuxième armée. Donc c'est les forces d'élite qui vont essayer de faire craquer la ligne adverse. Dedans, on va retrouver des Iron Fang, tout ce qui est Iron Fang, les Jack non personnages, et les War Dogs et les battles mécaniques. Alors les Iron Fang, c'est l'infanterie lourde d'élite du Cador. Ils sont issus d'une tradition qui date des tout débuts de l'histoire Card en fait. Dans le folklore des Iron Fang, ils descendent des premiers Cards qui luttaient contre les Beasts avec juste une lance et leur courage. Des vrais bonhommes, quoi. Des vrais bonhommes, des vrais. Après, ça a évolué dans les piquiers cards. Donc les piquiers cards, c'est ça qui a réussi. Donc c'était des lignes de piquiers un petit peu à la Spartiate ou ainsi de suite, qui ont permis de vaincre les seigneurs des chevaux qui vivaient dans les steppes du Nord. Donc les seigneurs des chevaux, c'est les ancêtres de Vlad. Et donc ça a donné les Iron Fang. Donc les Iron Fang, c'est des mecs tout en armure, avec bouclier. Ils ont un tel entraînement qu'ils sentent plus leur armure. Normalement, ils peuvent agir comme s'ils en avaient pas. Leur rôle sur le champ de bataille, en fait, ça va être d'aller vers l'unité la plus puissante adverse et de mourir, et de la battre ou de la détruire ou mourir en essayant de le faire. Donc pour ça, ils ont un armement qui doit leur permettre de lutter contre les Jacks. Et ça, c'est notamment une lance avec un bout explosif qu'on remplace à chaque fois, qui fait que on peut mettre à terre même les Jacks. Ça doit être pratique si après chaque coup de lance, tu dois récupérer ton machin de 2 mètres pour remettre une boule explosive après, avec le Jack à côté, quoi. Bah non, après tu combats comme une lance normale. Et une fois que le combat Donc se calme un petit peu pour voilà. toucher le Warjack, quoi. Au niveau des bonus, tous les 20 points de Iron Fang, on a le droit à des commandes attachment ou à un solo à petit socle. Les Grid Bears et les solos Iron Fang gagnent Counter Charge, ce qui est sympa. Et il y a une unité d'Iron Fang sur petit socle qui gagne Advance Move. Alors il précise sur petit socle parce qu'il y a une unité de cavalerie Iron Fang qui est plutôt sympa. Et là, c'est con parce que c'est pas trop fluff parce que normalement c'est les cavaliers qui servent d'éclaireurs pour les Iron Fang. Donc ils auraient pu mettre les cavaliers avec Advance Move, mais là ça aurait été un petit peu balèze au niveau du jeu. Au niveau des modèles, alors pour les Iron Fang, il faut voir qu'il y a deux types d'Iron Fang. Il y a l'Iron Fang de base et il y a les Black Dragon. Les Black Dragon, en fait, c'est un petit peu papy fait de la résistance. C'est des vétérans qui normalement devraient quitter le service et en fait qui font une demande auprès du commandement pour rester en service. Et donc ils forment des unités d'élite, les Black Dragon, parce que le commandement considère que leur expérience permet de contrebalancer le fait qu'ils sont un peu moins au taquet physiquement. Donc Legion of Steel, c'est une thème force que j'aime bien. Je trouve qu'il y a pas mal de casters qui peuvent aller avec. Donc déjà, c'est une thème force où il y a beaucoup d'infanterie. Ça, on n'en voit pas beaucoup. Donc ça va se retrouver... on va avoir du spam, mais en même temps, il n'y a que 2 unités disponibles. Et les 2 unités, c'est les Iron Fang ou les Black Dragon. Donc il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Il y a pas mal de casters qui peuvent être sympas avec eux. Il y a la Old Witch qui est pas mal. Elle va leur donner de la protection avec Murder of Crows ou Arion Flèche. Elle peut filer du Pathfinder aussi, ce qui va être sympa avec le nouveau Steamroller, où il y aura pas mal de décors normalement. Il y a le Strakov 2 qui est pas mal aussi, parce que je pense que des Pac-Man sous Last Stand, ça doit être sympa aussi. Il y a les 2 Irus, il y a Koslov, il y a pas mal de casters qui pourraient aller avec. Peut-être la nouvelle Old Witch aussi. Ouais, là j'ai pas regardé ce qu'elle faisait, donc... Ouais, qui peut booster un peu le mouvement avec Boundless Charge, qui diminue les distances de tir aussi, je pense que ça peut... Donc ça peut être sympa. Donc à voir, moi je trouve que c'est à la fois fluff, ça va être du spam, mais c'est obligé vu les troupes qui sont disponibles. Mais on voit de l'infanterie, voilà, moi c'est une je suis assez d'accord, qui des me plaît thèmes bien. force Cador, c'est la seule que j'aime bien. Ouais.
Et on a la troisième Theme Force, donc c'est les mâchoires du loup, Jaws of the Wolf. Donc c'est la Theme Force Jack. Ça me rappelle un petit peu Heavy Metal en fait en Signar. Il fallait une Theme Force Jack, parce qu'on n'avait pas vu que Winterguard Command ça allait devenir la Theme Force Jack. Donc on a accès à tous les Jacks non caractères, à Behemoth, au Battle Mechanic Unit et Solo, au Kossit, au Kayazi, au Widowmaker, Yuri the Axe, les Forge Seer, les Greylord Forge Seer, c'est les nouveaux solos trop bien, qui sont pas chers et qui apportent vraiment au Jack Cador. Les Manhunter Solo et les War Dog. Donc là, on a à la fois accès au Jack et à des éclaireurs, parce que normalement, dans le petit fluff qui donne avec la Theme Force, on a un noyau de Jack et quelques éclaireurs autour pour nettoyer le passage. Donc ce côté éclaireur pour nettoyer le passage, on va le retrouver dans les avantages, où notamment avec la Theme Force, on fait perdre l'advance déploiement aux troupes adverses. Autrement, les Battle Mécaniques ont reposition 3 pas, ce qui est toujours sympa. Ouais. Et tous les 25 points de Jack, on va gagner soit un Command Attachment, soit un solo, sachant que le solo, ça va quasiment toujours être le Greylord Forge aussi. Donc on a une Theme Force Jack, bah voilà, c'est tout. Autrement, bah elle est bien. Enfin, avec des bons solos, les Jack Cador sont sympas. Un petit truc que j'ai à dire sur le Cador quand même, mais là c'est vraiment purement fluff, hein. C'est juste que normalement Cador c'est la nation qui a le moins de Jack. Avec le protectorat quand même. Avec le protectorat. Il n'y a pas beaucoup de Jack, ils ont du mal à avoir les Cortex. Enfin voilà, c'est normalement face à leurs ennemis, c'est eux qui ont le moins de Jack normalement. Et quand on voit les tables, en fait, c'est le Cador qui a le plus de Jack parce qu'ils en ont. Enfin, en jeu, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à retrouver ça. Ouais, et puis moi j'aime pas du tout cette Theme Force, comme j'ai pas trop aimé les Theme Force à Jack, à part peut-être la Krix. Parce que le Cador, on voit déjà beaucoup de Jack pas chers qui viennent, qui tiennent avec des casters pour les soutenir et leur filer en plus des bonus, alors que déjà ça faisait partie des grosses listes du jeu. Je me doutais bien qu'une Theme Force Cador pour les Jack était inévitable, mais celle-là elle rajoute quand même encore. Tu pouvais pas ne pas faire une Theme Force Jack vu que les autres. Tu vois, leur filer le nouveau Greylord gratuit qui permet en plus d'avoir des armes magiques ou des choses qui auraient pu faire chier les Jack Cador. En plus, ils ont Behemoth dans le choix. C'est rare quand même que tu aies une bestiole ou un Jack nommé que tu puisses prendre. Et là, ils leur donnent. Bon, non, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Donc, ouais, voilà. Donc, comme vous voyez, on est un petit peu mitigé sur les Theme Force Cador. Après, si vous avez un autre avis, il ne faudra pas hésiter à le donner, hein, parce qu'on ne connaît pas bien. On n'est pas des experts. On joue pas Cador. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le Cador. On conclut sur les Theme Force ? On peut faire une petite conclusion, ouais. Alors, en conclusion, on a compté 26 Theme Force sortis à l'heure actuelle. Attention, là, sortez les crayons, les calepins, là, ouais. Il y aura une interro à la fin. On a dénombré 15 Theme Force qu'on trouvait réussis. Alors pour nous, une Theme Force est réussie quand elle limite les options, enfin limite les choix pour donner des options et qu'elle colle au thème. C'est vraiment ça. C'est ça, on perd des choses. Enfin, pour prendre cette Theme Force, on est obligé de perdre des choses qui sont intéressantes. Ouais, et on gagne d'autres choses qui sont intéressantes aussi, et ça représente le fluff. Donc, pour les 15 Theme Force réussis, il y a Forge of War chez Syrah. On va peut-être pas... Je sais pas, tu veux pas qu'on les donne ou... Ouais, bah, ou sinon je pourrais peut-être laisser je les posterai, je ferai un petit truc. On a trouvé 4 Theme Force qui représentent pour nous un challenge, c'est-à-dire que ça représente le fluff. C'est fluff, mais c'est vraiment fluff. C'est dur à jouer. Par exemple, Son of the Tempest chez Signar, c'est fluff, mais c'est dur à jouer. Ça représente vraiment bien les Gun Mage, mais par contre, ouais, sur la table c'est chaud. Et on a... Voilà, remarque, tu peux peut-être donner les 4, hein. Ouais, il y avait Sons of the Tempest, il y avait Guardian of the Temple chez Menot, il y avait Hammer Strike pour nos amis nains, et Children of the Dragon chez Blight. Et on a trouvé 7 Theme Force ratés,
soit parce qu'il n'y a aucune explication fluff, je pense notamment à The Creator Mike Encore une pour fois, mes notes. raté, ça veut pas dire que c'est pas une bonne thème force en thème Non, de non, jeu. c'est raté juste pour que, nous. ouais. Ou alors qu'elles sont trop puissantes, qu'elles apportent des bonus sans vraiment forcer à faire des choix, comme celle du Cador qu'on vient de faire, ou Heavy Metal, ou Destruction Initiative chez Siris par exemple. C'est vraiment des thèmes force, tu joues ça parce que c'est facile et que ça représente pas vraiment le fluff et que ça fait pas faire de choix. Donc, il y a quand même une majorité de thèmes force réussis, plus de la moitié, donc ça c'est pas mal. Mais celles qui sont ratées le sont vraiment en ce sens qu'elles vont influencer le jeu, et notamment le jeu compétitif. Je pense à celle de Siris par exemple. Elles prennent vraiment le dessus en fait. C'est qu'il y a quelques factions où on voit plus de listes qui ne soient pas en thème force. Ouais. Donc il y a Siris, il y a Signar aussi, où quasiment toutes les listes maintenant, c'est soit Heavy Metal, soit c'est Storm Division. Ouais. Un des problèmes, je trouve, en fait, c'est que ça va donner... C'était un des problèmes qu'on avait avec c'était les thème lists, c'est ça en MK2, où il y a des thèmes force qui vont donner trop de points gratuits. Je vois par exemple Heavy Metal, on se retrouve avec 17 points gratuits. Ça fait plus de 20% Enfin, ça fait dans les 20% des points... C'est vrai que dans les armées que je joue en Minion ou en Grimkin, tel que c'est, je tourne entre 15 et 20 points gratuits à chaque fois que je prends un thème force, quoi. Ouais. Et donc voilà, ouais. Il y a quelques listes en fait. Enfin, moi je suis pas contre les thèmes force. Il y en a qui sont vraiment sympas, mais je trouve que ça devrait juste améliorer l'expérience de jeu. Ça devrait offrir un panel plus large de choix. Et au final, pour certaines factions, ça amoindrit les choix. Ouais. Siris, par exemple, vous verrez plus une seule liste Siris qui soit pas en thème force. L'infanterie Siris, ça n'existe plus. C'est fini. Donc, et là, ce qui est dommage, c'est que pour revoir des thèmes de l'infanterie, il faudrait faire une thème force infanterie. Ouais. Et qu'il faudrait qu'elle soit balèze pour contrebalancer les bonus de l'autre, quoi. Donc, un sentiment mitigé au final sur les thèmes force dans le jeu, quoi, de manière générale. Alors je trouve que d'une manière générale, ça reflète plutôt bien le fluff. C'est plutôt agréable à jouer. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a une poignée de thèmes force en fait qui éclipse tout ce qui est sympa et qui, au lieu d'offrir, comme je disais, plus d'opportunités, ça réduit le choix de jeu. Et ce qui est dommage, c'est que c'est ces thèmes force-là qu'on voit au niveau compétitif et qu'on va voir aussi en répercussion sur les forums. Et l'effet internet fait que voilà, ça devient la façon de jouer, quoi. Voilà, donc on a fini notre tour des thèmes force. Je sais pas, je crois on n'est pas encore en mai. Il y aura Syrah en juin, il y en aura sûrement une ou deux de plus. On fera peut-être un haut hors série quand il y en aura quelques thèmes force à traiter juillet, quand il y aura eu peut-être Grimkin si ça a changé, puis Syrah, mais après, il y a les Bane qui doivent sortir aussi. Il y a la thème force Bane qui doit sortir aussi, donc on verra. On fera peut-être un dernier épisode sur les thèmes force. On pourra peut-être voir aussi ce que le SR 2017 va changer aussi. Est-ce que ça change vraiment l'approche? Oui, pour avoir fait une partie, et pour l'instant, je suis pas enchanté, quoi. Donc on va voir ça. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On pense continuer. Après, il faut qu'on se décide sur les sujets des prochaines thèmes force. Merci Jean-Marc pour ton travail. Merci à toi pour ton travail aussi. Et puis on vous dit à très bientôt alors. À bientôt. Salut.